Bonjour à tous, merci, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur la page Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie. C'est les Hauts-de-France et c'est votre émission. On a 45 minutes pour parler du foot pro dans la région. On va parler de Lens, de Lille, d'Amiens et de Valenciennes. C'est votre émission, donc postez vos messages, vos commentaires, vos questions et on les posera bien évidemment à nos invités. Et qui sont nos invités ce soir? Bonsoir messieurs. Salut Joël, rédacteur en chef au journal L'Équipe. Tu t'occupes de l'actualité dans les Hauts-de-France. À tes côtés, Grégory Taforo. Bonjour Greg. Bonjour. 8 saisons au LOSC, ancien joueur professionnel, 3 participations en Ligue des Champions, ancien capitaine du LOSC et vainqueur de la Coupe Intertoto en 2008. Jean-Louis Crossi, vous ne l'avez pas gagné, vous? Non, mais j'ai un cousin qui a fait Intertoto. Jean-Louis Crossi, journaliste à France 3 Picardie, qui couvre aussi l'actualité du foot, notamment à Amiens. Et tu étais, Jean-Louis, au Stade de la Licorne samedi soir, comme Joël, on en parlera dans quelques minutes. Et à mes côtés, Manuel Magdelaine, pas de Coupe Intertoto non plus? Non, malheureusement. Pourtant, ça fait bien, Intertoto comme ça sur un CV. Mais ça n'existe plus. Rédacteur en chef de France 3 Nord-Pas-de-Calais, en charge du web. On en parle tout à l'heure. Donc on va parler de Lens, on en a parlé dans le journal tout à l'heure, avec son nouvel organigramme, de Amiens-LOSC et cette barrière qui s'est effondrée. Et la situation aussi au LOSC. Mais on en parlait, c'était il y a quelques minutes, conférence de presse à La Gaillette. On va parler évidemment du Racing Club de Lens. C'était il y a 1 heure, image filmée par Sergio Rosenstro, avec cette décision, le départ de Gervais Martel. Ici à droite de l'image, Gervais Martel n'est plus le directeur général, le PDG du Racing Club de Lens. Il a laissé sa place. Éric Roy, le nouveau directeur sportif, et au milieu Arnaud Pouille, le nouveau directeur général. On va écouter Gervais Martel au micro il y a quelques minutes de Sergio Rosenstro. Je ne veux pas passer pour un vieux con ou un ancien trop ancien, mais bien entendu que si je peux aider Arnaud dans les décisions et si je peux aider Eric, je vais le faire avec grand plaisir. Mais bon, c'est une page qui se tourne, non, parce que les pages qui se tournent, en général, c'est quand on est mort. Donc la page du RC Lens, elle se tourne autrement. Et c'est ça, moi, que je retiens. Elle se tourne autrement. Et ce qui est important, c'est que cette nouvelle équipe, je dirais, elle réussisse dans les mois, dans les années à venir. C'est ça qui est important. Allez, messieurs, on parle du Racing Club de Lens. Joël, bonne décision que cette page se tourne avec Gervais Martel? Bonne ou mauvaise, il faut lui demander à lui, mais c'est effectivement un précédent dans la mesure où il n'aura plus de décision opérationnelle. Il devient président du conseil d'administration, il garde son titre de président, mais concrètement, au quotidien, il n'aura plus de décision opérationnelle. Il sera le président du conseil d'administration qui est majoritairement détenu par l'actionnaire. Et l'actionnaire a mis un directeur général qui était avant cette modification directeur général délégué. Voilà, c'est un changement de gouvernance qui était nécessaire. Il faut savoir que le club est au bord du gouffre sur le plan sportif. Donc à un moment, peut-être que ça a réveillé les consciences. Toi, tu dis qu'il y avait urgence? Bien sûr, quand on a 8 défaites après 10 matchs, c'est un désastre. Le foot, c'est pas une science exacte. Même quand on a des gens compétents ou des bons joueurs, ça peut ne pas marcher. Je rappellerai que Lens avait été descendu en Ligue 2 avec une très bonne équipe, avec Giroud en début d'entame, et puis après Jean-Pierre Papin et Daniel Leclerc. Donc c'est quand même des choses qui arrivent. Et malheureusement, ça peut arriver. Donc je pense que l'actionnaire et les dirigeants ont pris conscience qu'il y avait plus qu'une urgence. Donc il y a des changements, et ces changements, ça sera opérationnel, on verra, puisque maintenant c'est les gens qui sont en première ligne. Éric Roy, manager sportif, et puis Arnaud Pouille, qui sera la personne qui sera directement référence avec l'actionnaire. Grégory, c'est une bonne décision. Après, c'est quand même un fait hyper marquant, puisque on connaît Gervais, Lens, on l'identifie souvent à Gervais Martel. Je pense que l'usure n'est pas d'aujourd'hui. Je pense que c'est quelqu'un qui est fatigué aussi. Plus les années passent, on reste sur quelques saisons très compliquées à Lens. Mais c'est vrai que ça fait quelque chose de... c'est un fait très marquant qui va, on espère, c'est vrai pour ce club, relancer un petit peu la machine. On espère parce que c'est très parti pour Lens. Et surtout qu'il reste aussi sur l'échec de la non-montée l'année dernière au dépend d'Amiens, en fait. Donc je pense que ça peut être... Je ne sais pas si ça a motivé, mais enfin, je pense que ça a dû lui faire prendre conscience peut-être qu'il ne fallait peut-être pas faire des années de trop, quoi. Mais je pense pas que ce soit sa décision. Enfin, c'est pas ce qu'on pressent ou ce qu'on ressent. Parce que si c'est sa décision, pourquoi le faire maintenant au bout de 10 matchs comme ça en pleine saison? C'est quand même rare qu'un club change de président ou change complètement son organigramme en milieu de saison. Même pas milieu de saison, là on est au début. Donc je pense pas que ce soit sa décision. Et il dit un truc là quand même
qui pour moi, je trouve marquant. Il dit une page se tourne. Non, c'est pas une page qui se tourne. Une page qui se tourne, c'est quand on est mort. Ouais. Mais non, une page qui se tourne dans un club, c'est de temps en temps. Voilà, il y a un changement de gouvernance, tout à fait d'accord. À Lille, quand Sédou est parti, on n'a pas dit une page qui se tourne, c'est quand on est mort. Non, Sédou est parti, c'est la page nouvelle, c'est Lopez. Là, Martel est parti. Enfin, parti, il est plus, encore là quand même. Oui, mais il sera plus opérationnel, il ne prendra plus au quotidien les décisions. Là, c'est l'air ou Gourlian, Pouille. Mais tu veux dire qu'il est poussé vers la sortie? Non, mais il y a une page qui se tourne vraiment. Enfin, de toute façon, il a déjà été poussé par la sortie depuis qu'il y a eu la nomination, comme à l'époque, c'est tout récent, directeur général délégué Arnaud Pouille. Depuis cette arrivée, il y a déjà un changement de gouvernance qui s'est opéré et aujourd'hui il est définitif, sous réserve que Gervais Martel ne revienne pas par une autre porte. Mais en tout cas, il est définitif dans le sens où au niveau opérationnel, c'est plus lui qui prendra les décisions et il sera représentant, président du conseil d'administration, même s'il garde son titre de président, mais il n'est pas opérationnel au quotidien. Priorité au message sur notre page Facebook. Bruno dit le dernier grand président qui s'en va, 30 ans de service du peuple, sang et or. Respect, monsieur Martel. Christophe dit Martel a Lens dans son ADN. Mais c'est 10 ans de trop. Tu es d'accord, Joël? Il aurait dû partir, peut-être passer la main plus tôt, Gervais Martel? Oui, ça fait très longtemps que je dis que l'un des problèmes de ce club, c'est qu'il faut que Gervais Martel passe la main. Après, c'est pas aussi simple que ça, parce que d'abord, il fait ce qu'il veut, c'était son club, c'était son argent. Ensuite, voilà, donc à un moment, mais bien sûr qu'il y a des inerties qui expliquent les résultats, que ce club, avec les structures, le budget et les protections, entre guillemets, dont il a bénéficié, ne soit pas remonté en Ligue 1, c'est quand même assez surprenant, pour ne pas dire autre chose. Donc je pense qu'il fallait tourner la page, qu'il fallait le faire plus vite. Et on verra s'il n'est pas trop tard et si les choses vont changer. Joël vient de dire un truc important, là, on dit c'était son argent. Ce n'est ce son argent. Et donc, ce à quoi on assiste là, pour moi, c'est une sorte de clarification. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce n'est plus son argent, c'est un autre actionnaire, cet autre actionnaire choisit un autre mode de gouvernance et donc d'autres personnes. Très souvent, quand même, ça se passe comme ça. Quand on a les cordons de la bourse, en général, on choisit des gens qui vont bien gérer cette bourse. Gervais Martel, il est un peu, je vais pas dire... il est de l'ancien monde, de l'ancien système du RC Lens, et je pense que pour Joseph Ougourlian et pour Solferino, c'était une transition de le laisser, et qu'aujourd'hui on arrive à une clarification. Voilà, Solferino maintenant a les pleins pouvoirs et c'est à eux maintenant de jouer. Alors justement, Manu, tu en parles. Arnaud Pouille, donc directeur général, devient l'homme de confiance de Joseph. Il l'était déjà. Gourlian, il était déjà patron du groupe luxembourgeois Solferino. Il y a des messages aussi. C'est la holding qui détient le club, mais c'est un fonds d'investissement qui est à Londres. Qui est ce mystérieux actionnaire occulte? Écoute, Joël, on va régir. J'ai une question. Et on va écouter Arnaud Pouille au micro de Sergio Rosestro. C'était il y a 10 minutes. Pour couper un peu court à toutes les suspicions, je pense que quand Joseph émet un communiqué Solferino annonçant ses décisions, je pense qu'il souhaite s'inscrire dans la durée au club. Enfin, il s'inscrit dans la durée au club. Donc après, je voudrais mettre un terme à ces spéculations, si c'est possible en son nom. Je les ai lus comme vous à travers le week-end. Et voilà. Mais son téléphone reste ouvert. Si vous voulez lui poser la question directement, vous le pouvez. On va lui téléphoner. Joël, il est là pour longtemps, cet actionnaire? J'en sais rien. Il y a deux hypothèses. Oui, comme il le dit, si le club se redresse sur le plan sportif, oui. Non, parce que si le club ne se redresse pas sportivement, il faudra mettre de l'argent au mercato de janvier pour racheter des joueurs. Il n'a pas vocation à perdre de l'argent avec ce club. Il me l'a dit, il l'a confirmé à plusieurs personnes. À moyen et long terme. Ce n'est pas un enfant de cœur, ce n'est pas un investisseur qui donne son argent comme Kita l'a fait à Nantes. Donc à un moment, il faudra qu'on choisisse de revendre le club. Il ne peut pas changer l'actionnariat, il y a un pacte jusqu'en juin 2019. Donc l'Atlético Madrid et Amber Capital vont rester propriétaires de ce club, donc de la holding, sauf s'ils s'entendent tous les deux pour faire venir un autre actionnaire minoritaire, ce qui est un petit peu dans la mouvance, et ça devrait arriver dans la saison. Peut-être à partir de début 2018, mais je ne suis pas certain qu'il gardera le club si ça ne se fait pas, parce qu'un truc important, c'est que comme Gervais Martel est sorti des décisions opérationnelles, aujourd'hui, il y a des investisseurs locaux qui viennent s'intéresser à ce qu'éventuellement ils puissent racheter le club. Bien entendu, la décision appartiendra aux deux actionnaires, l'Atlético aujourd'hui et Ougourlian qui est majoritaire. Priorité au message, Fabrice nous dit Pouille, c'est un financier, c'est bon pour prendre des décisions dans le foot?
C'est-à-dire que c'est une personne qui vient du monde du rugby, qui connaît très bien le monde du rugby, qui connaît très bien la région, puisqu'il est natif de Wany, mais qui, dans le football, commence. Il est venu en tant que directeur financier, il a ensuite été promu directeur général délégué. Moi, ce qui m'intrigue dans cette nouvelle gouvernance, c'est qu'il y a 3 personnes qui n'ont pas une expérience débordante du football. Alors, M. Gourian, c'est la première fois qu'il investit dans le foot. Il est passionné par le club, mais il le dit lui-même, il n'y connaît pas grand-chose, en tout cas dans les décisions opérationnelles, de recrutement, etc. Arnaud Pau, il vient du rugby. Et bon, c'est un mec intelligent et brillant, mais il faut qu'il fasse ses preuves. Et Éric Roy a connu des différentes missions d'entraîneur, de directeur marketing, manager de Nice, mais il n'a pas non plus un CV long comme le bras. Donc, ce sont quand même des gens qui arrivent dans un milieu qui est codé, qui a beaucoup de complexité, et j'attends de voir. Je leur donne un a priori favorable. On verra ce qu'ils feront concrètement. C'est pas, il y a eu exactement la même chose à Lille. Xavier Thulot à l'époque venait du foot américain. Ça s'est très très bien passé. À partir du moment où chacun reste à sa place, apporte ses compétences dans son domaine, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. Maintenant, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que certes, ça a bougé en coulisses, mais le côté sportif, l'effectif va pas être remodelé. Peut-être quelques retouches au mercato, sachant que c'est pas une période où on fait les meilleurs transferts. Mais la situation sportive restera délicate, même si ça a beaucoup bougé en interne. Et on pourrait rajouter même qu'au mercato d'hiver, ce qui se prépare, ce sont plutôt des départs que des arrivées. Parce qu'il faut rappeler, Joël vient de le dire, Joseph Ougourlian, il vient pas pour perdre de l'argent. Or, structurellement, le RC Lens, on perd entre 10 et maintenant plutôt 15 millions par an. Et quelles sont les valeurs marchandes d'aujourd'hui ? Donc quand on prend des joueurs comme on a pris en fin de mercato, qui sont pas des tout jeunes et des gens que les clubs s'arrachent, on va regarder vers certains joueurs qui ont encore une valeur marchande, et encore quand on perd beaucoup de matchs comme ça en Ligue 2, forcément la valeur elle dégringole. Donc tout ça fait que de toute façon, Lens, même vis-à-vis de la DNCG, va devoir vendre avant même de recruter. Il s'est déjà engagé auprès de la DNCG à vendre. Lorsque Joseph Gourian s'est déplacé en personne auprès de la DNCG, il y avait déjà un engagement concret sur la base de 10 millions d'euros au plus tard en juin 2018. Donc je crois que c'était 6 et 4, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait Duverne qui devait rejoindre le LOSC, Grégory, et ça ne s'est pas fait. Donc c'est une vente de 5,4 millions qui a été perdue, entre guillemets, parce que ce n'est pas des marchandises, les joueurs quand même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont déjà des engagements, et il y fera face, puisqu'il va faire une augmentation en capital en compte courant, je pense, dans la saison, pour combler ce qui s'était engagé. Il avait pris des garanties. Grégory, tu parlais des joueurs. On va écouter Éric Roy, nouveau directeur sportif du Racing Club de Lens, qui remplace Jocelyn Blanchard. On l'écoute. On connaît bien l'urgence de la situation. Donc plutôt que de faire des beaux discours, place au concret, place au travail. Et il est évident que l'essentiel maintenant pour l'équipe, pour le sportif, c'est de se projeter sur le prochain match et essayer de ramener quelque chose d'un match à l'extérieur, ce qu'on n'a pas fait depuis un petit moment. Donc la réalité du sportif aujourd'hui, c'est ça. Moi, je viens avec beaucoup d'humilité ici, mais pas pour vendre une soupe que les gens en ont marre de manger, mais pour dire qu'on va travailler et qu'on va essayer de sortir de cette situation délicate. Bon, oui, est-ce que vous y croyez, Jean-Louis ? Tu crois, est-ce que Lens remonte avec ce staff ? Non, cette année, mais je pense que l'objectif du Racing Club de Lens, c'est pas cette année ni l'année prochaine, c'est probablement un objectif à 2, 3, peut-être 4 ans. Non. Parce que c'était cette année, normalement. C'était normalement cette année, mais je crois que là, cette année, c'est terminé. Je crois qu'on peut mettre une croix. Je pense qu'avec le bilan sportif... On met une croix, vraiment ? On en parlait la semaine dernière. Greg, en tant que joueur, est-ce que tu crois que Lens peut remonter, là ? Je pense que tu peux pas te remettre d'un départ aussi catastrophique. Pas possible. Non. Mentalement, les mecs, il faut voir aussi comment ils sont. La loi des séries, elle est très importante. Et celle-là, 8 défaites de suite, tu sais, quand elle a risé un peu du championnat, c'est compliqué. Mais à moins de refaire la même série à l'inverse. Mais t'as déjà vécu ce genre de situation Je me souviens d'une saison, une des premières de Claude Puel à Lille, où oui. Ouais. Je crois qu'on sur les 9 matchs, ça a été très très compliqué. On a eu, d'ailleurs, on se maintient, je crois, la dernière avant-dernière journée, je crois. Donc les casseroles, tu les traînes. Je crois que c'est plutôt ce qui risque. Moi, j'ai ce sentiment quand même. Ce qui est intéressant de rappeler, parce que Greg connaît bien le personnage, c'est que Claude Puel disait qu'une équipe qui perd souvent, il n'y a jamais de hasard. Quand on perd 8 fois sur 10 matchs, plus le match de coupe de la Ligue qui a éliminé Rissikora à Lorient, si mes souvenirs sont exacts, je pense qu'effectivement c'est un mal profond, un mal psychologique du fait de la non-montée, un mal de... Je pense qu'il y a des manques dans le recrutement en termes de valeur de joueurs.
sportive et puis aussi de complémentarité, qui a été rattrapée in extremis les derniers jours, puisqu'il y a eu 4 recrues. Quand on recrute quasiment à la fin du mercato 4 joueurs en urgence, qui ont coûté beaucoup d'argent, c'est que le mercato estival a été raté. Avant de penser au LOSC, une question de Mathieu. Que risque le Racing Club de Lens s'il doit repasser devant la DNCG dans les semaines à venir ? Rien, s'il y a des garanties solides de l'actionnaire, rien. D'ailleurs, ils n'ont pas été encadrés au niveau de la masse salariale. Donc si l'actionnaire fait une augmentation, pas en capital, mais qui met de l'argent sur un compte courant bloqué, normalement, si les garanties sont présentées, les preuves sont montrées à la DNCG, normalement, rien. Allez, on va se quitter avec ce classement. On le regarde une dernière fois, le classement de Ligue 2. Lens est 18e avec 6 points. Premier relégable, 2 victoires, 8 défaites. On parlait Jean-Louis à 16 points du leader Reims. Ses prochains matchs, ça sera à Bourg-en-Bresse qui est 14e. Ça devient déjà des matchs au coup près. C'est normal. Bourg-en-Bresse, on ne pouvait pas s'imaginer ça. Il y a eu 8 défaites en 10 matchs où je ne sais pas si vous représentez ce que c'est jamais arrivé. Ouais. Après 10 journées et mathématiquement, ou alors on va dire sur le plan statistique, c'est la descente. Donc, s'ils parviennent à se maintenir sans encombre, ce sera déjà une belle victoire. Et d'autant plus qu'il y a quelques mois, ils étaient à 2 doigts de monter en Ligue 1. Enfin, je veux dire, il faut aussi rappeler ça, c'est que ça s'est fait très très vite. Finalement, là, tu es aux portes pratiquement du national, alors qu'il y a 3 mois, tu étais aux portes de la Ligue 1. Sans compter quand même que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ce week-end, là, les changements et tout ça, quelque part, ils valident tout ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que Joseph Gourlian dit on s'est planté, on fait un début de saison catastrophique, Pouille l'a dit aussi. Et donc les joueurs ils sont pas bêtes, ils entendent tout ça quelque part qu'on leur dit attendez, mais c'est une catastrophe. Là vous avez été une catastrophe. Les joueurs qu'on a recrutés, ils sont pas bons. Donc moi je suis joueur qui a été recruté, je me dis d'accord, c'est moi qui suis visé. Donc tout ça contribue, je pense aussi à mettre une ambiance dont il est difficile de se sortir clairement, à moins d'avoir un peu de réussite, 2-3 victoires de suite, ce que pour l'instant n'a pas réussi à faire Lens. Allez messieurs, on a atteint le quart d'heure de jeu, on va passer à l'autre sujet, l'autre actualité évidemment du week-end. Samedi soir, regardez, 20h16, nous sommes au stade de la Licorne, le LOSC vient de marquer et cette tribune qui s'effondre avec plusieurs centaines de supporters, 29 blessés au total. Jean-Louis, tu étais au match pour France 3 Picardie. Comment tu as vécu ça sur place ? Nous, on est en tribune de presse et paradoxalement, on ne voit pas grand-chose. On ne voit pas grand-chose parce que donc le LOSC marque. Ensuite, il y a les joueurs qui vont en direction du parquage. On voit de toute façon, comme à chaque fois, on voit des stadiers avec leur gilet jaune. On voit les policiers. Et on voit... Moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est quand j'ai vu ce mouvement, j'ai pensé que des joueurs, enfin pas des joueurs, que des supporters lillois avaient été passés par-dessus, simplement comme pour parfois il y a un envahissement de terrain. Et moi, j'ai pensé à ça. Mon collègue, pareil, a pensé la même chose, qui était à côté de moi, un confrère de presse écrite. Et on n'a absolument pas vu le truc. On s'est rendu compte 2-3 minutes après, quand on a vu partir d'à côté du banc lillois, donc il y a les gens de la Croix-Rouge qui ont traversé le terrain avec une civière, qui sont à la proximité, et après sont arrivés d'autres secours, notamment le médecin, je crois, de la SC, ainsi que d'autres personnes, et voilà, mais sur les 2-3 premières minutes, on n'a pas compris ce qui se passait. Alors on vient d'apprendre, Jean-Louis, Fabrice Dujardin me dit que le LOSC se constitue partie civile, on l'y a appris il y a une vingtaine de minutes, et donc porte plainte. C'était le premier jour de l'enquête aussi. Réagissez, posez vos questions. On a posé un sondage, qui n'a pas office de sondage, mais c'est une consultation en tout cas, par rapport aux supporters. Les supporters ont-ils aussi une responsabilité dans cette affaire ? Je sais que ça fait polémique depuis quelques jours. Joël, Greg, toi qui étais sur la pelouse, Joël, toi qui suis les matchs, est-ce qu'il y a une responsabilité partagée, j'allais dire, si le stade est mis en cause aussi ? Forcément, puisqu'au départ, je ne pense pas que les barrières comme ça soient conçues pour... Excuse-moi, 66% des internautes disent non, les supporters n'ont pas de responsabilité. Vas-y, Greg. Est-ce que ces barrières sont conçues pour résister justement à peut-être 200, 300 personnes qui arrivent d'un coup là-dessus ? Je ne pense pas. Maintenant, à partir du moment où on a des parquages où les supporters sont debout, ces scènes-là arrivent tous les week-ends dans tous les stades. Ligue 1, Ligue 2, dans tous les championnats. À l'étranger aussi fort que ça ? Aussi fort que ça, voire même plus. Là, c'est rien. C'est 200 personnes. C'est rien du tout. Au parc, il y a quelques années, mais c'était des tribunes entières qui... voilà. Après,
Ça arrive partout. Et à partir de là, on est sur des réflexes. On ne peut pas maîtriser. Un supporter ne peut pas se maîtriser. Et les vrais, ceux qui suivent leur club tous les week-ends, qui font les déplacements, célèbrent les buts de leur équipe de cette façon-là. Depuis quelques années, c'est assez récent comme ce phénomène. C'est pas il y a 7, 8, 10 ans, c'était pas aussi, je dirais, spectaculaire. On ne voyait pas ces mouvements de foule dans les COP qu'on peut voir maintenant depuis quelques années. Ça veut dire quoi? Je veux dire qu'il faut continuer à faire ça au risque d'avoir un même problème dans un autre stade en France? Alors, je vais répondre précisément à la question que vous m'aviez posée juste avant. Non, pour moi, je pense que les supporters n'ont aucune responsabilité. Aucune. À partir du moment où on autorise un parquage visiteur et que des joueurs se rendent vers les supporters, qu'ils expriment leur joie, il faut que la sécurité de ces personnes soit probante. Or, ce qui se passe, c'est que la loi interdit que les places soient debout dans les stades en France. C'est ça qu'il faut savoir. Et en fait, il y a plein de stades où les joueurs sont debout. Sauf que dans certains stades, comme le stade du Hainaut, il y a des garde-corps pour empêcher les gens de descendre d'un seul coup et donc de s'empiler au risque de faire craquer. Tu veux dire qu'il y a des garde-corps intermédiaires? Intermédiaires, ce qui évite aux gens. Et donc, il n'y a que 2 rangs qui se précipitent sur la rambarde. Et donc, il y a une sécurité. En l'occurrence, il n'y a pas cette sécurité au stade d'Amiens. L'enquête du procureur du parquet désignera d'éventuels coupables. Moi, je pense qu'il y a un problème. Mais ça, c'est pas à moi de le dire parce que je ne suis pas spécialiste de structure. Mais il y a un souci. Les gens n'étaient pas en sécurité. Moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est y a-t-il un drame? Y a-t-il quelqu'un qui va avoir un accident grave? Et c'est surtout à ça qu'on a pensé. Mais on ne peut pas imaginer que des gens qui viennent voir un spectacle, quand même aujourd'hui la société est de plus en plus violente, eh bien ils viennent en prenant des risques pour leur sécurité. Il y a bien sûr les risques inhérents à notre société actuelle avec les attentats, etc. Mais dans un cadre normal d'un match de foot où il ne se passe rien d'extra-sportif, c'est pas normal que des gens soient précipités sur la pelouse et qui risquent leur vie parce qu'ils ont voulu célébrer leur joie. Message de Jérôme aussi sur notre page. Bien sûr que non, les supporters n'ont pas de responsabilité. Honte à ceux qui crachent sur nos supporters. Ce genre de barrière ne doit pas céder. Bon rétablissement et pensée pour les blessés, évidemment. Moi, je suis pas d'accord avec. Enfin, aucune. Non. Pour moi, ils ont quand même une responsabilité. Il y a personne qui oblige à rouler à 150 km/h sur l'autoroute. Voilà. On sait que ça se fait. On sait que de temps en temps, on se fait prendre par la patrouille. On sait que c'est dangereux. Là, il n'y a rien d'interdit dans ce qu'ils ont fait. Ils ont célébré le but. Non, mais j'ai pas dit que c'était interdit. Ils n'ont pas dépassé les visites. Non, mais j'ai pas. Pendant les limites de vitesse. Mais la question, c'est qu'est-ce qui arrive? Imaginons que la barrière ne cède pas, mais que pour une raison ou pour une autre, un supporter tombe et que voilà, il se fait piétiner. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Parce que là, finalement, la barrière, elle est pratique. Elle dit, entre guillemets, elle est pratique. Elle dit, bon, voilà, visiblement, comme tu dis, il y a eu un problème sur cette barrière. Elle ne doit pas céder aussi facilement. Mais cette pratique-là, quand même, elle, au minimum, elle pose question. Et finalement, c'est ce que dit d'ailleurs l'Association nationale des supporters là dans sa réaction, parce qu'ils ont fait un communiqué pour dire voilà, ils ont dit il faut que les stades s'adaptent à nos pratiques. Et ça, c'est un débat. Non, mais ça, c'est un débat. Est-ce que les stades doivent forcément s'adapter aux pratiques des supporters? Dans un stade, il y a des supporters et des spectateurs. Il faut faire la différence. Oui. Il y a les vrais supporters qui sont là, qui chantent et tout le match. Des vrais supporters. Par exemple, en l'occurrence. Par exemple, des COP. Joël disait, il existe les garde-corps. Moi, je suis allé voir Dortmund-Bayern Munich il n'y a pas très très longtemps. Il y en a, ouais. J'étais dans le mur. Mur jaune. 22 ou 26 000 personnes. C'est autre chose que 500 personnes. Et il y a ces garde-corps. Et bien, pendant 1h30, ça ne bouge pas. Il n'y a aucun mouvement de la sorte, ça bouge pas. Les mecs, ils sont disciplinés. Et ça, c'est pas les gens de faire du bruit et de célébrer leur joie. Ça, c'est la solution. Là, ils sont empêchés physiquement de le faire. Donc c'est pas de leur faute à eux. Donc ils sont empêchés physiquement de le faire. Donc moi, là où je vous rejoins, c'est que effectivement, si on adapte les stades à ces pratiques, ça va aboutir à la même chose que pour les fumigènes qui sont maintenant interdits. C'est-à-dire que de fait, ce qu'on a vu à Amiens, on ne le verra plus parce que les garde-corps empêcheront de le faire, tout simplement. Donc on doit, mais ça veut dire, mais attendez, poussons le raisonnement plus loin. Jusqu'où on doit adapter les stades aux pratiques? Jean-Louis disait, il y a 7-8 ans, ça n'existait pas, mais le stade, lui, il date de plus. Voilà, à Bollaert, on a connu, on commence à vieillir. Donc moi, j'ai connu l'époque où Marek, il n'y avait même pas les baquets, il n'y avait pas de siège, il n'y avait rien. Il y en a eu. Maintenant, on reste debout sur les baquets. Ce que je veux dire, c'est que l'adaptation permanente aux pratiques des supporters, on peut pas non plus dire que c'est une évidence et que vous faites ça maintenant, on va adapter le stade. C'est pas si simple. Il faut pas oublier aussi que maintenant le spectacle est aussi dans les tribunes.
Oui. Il participe au spectacle. Mais les tifos, bien sûr, les animations. Les animations, les mouvements de foule, ça joue aussi. Dans les concerts, il y a toujours des séparateurs. Aussi. C'est pas seulement lié au football. Mais donc les stades ne sont pas adaptés à cette pratique. Tous les stades ne le sont pas. Et pour moi, celui-là, en tout cas, il n'est pas. Un message d'Olivier sur la page Bollard non plus, puisque c'est arrivé aussi à Bollard. À Saint-Étienne, c'est 5000 qui descendent en bloc. Ça faudrait vérifier le chiffre. Et rien ne se passe. Soyons sérieux. Donc c'est ce que je disais. On va écouter une interview. Je pense que ce qui s'est passé avec Marseille avant, il y a eu un match 15 jours avant. Peut-être que ça a fragilisé la barrière. Oui, ça c'est ce que disent certains supporters marseillais. Je ne sais pas. L'enquête une hypothèse. L'établira. Voilà, l'enquête est intéressante. On va écouter pour terminer le chapitre sur les supporters cette interview qui a fait du bruit de Bernard Johannin, le président du SC Amiens. C'était au micro de notre équipe de François Picardi samedi soir. Écoutez. Le football doit être une fête et que on nous avait prévenu, les services de police nous avaient prévenu que 200 ultras très énervés étaient dans le parcage réservé aux Lillois et ils se sont lancés de façon désordonnée, plus de 500 personnes sur cette barrière qui était en parfait état. La commission jugera. Mais imaginez 500 personnes qui voulaient pénétrer sur le terrain. Je pense qu'il y a une réflexion forte à avoir au niveau de la Ligue concernant les déplacements des supporters. C'était à chaud, il y a eu des excuses hier dans l'émission Téléfoot, mais Joël, je trouve que ça participe à l'inexpérience de ce président et de ce club, mais ça fait partie de leur histoire. Mais il y a un truc très important, c'est que ça me rappelle ce qu'avait dit Jean Fournier-Fayard avant Furiani, toutes les précautions avaient été prises. Voilà, j'en dirai pas plus, c'est une faute grave ce qu'il a fait. Après, bon, c'est des propos, ça peut arriver, mais c'est pas possible. Le bilan n'est pas comparable quand même. Enfin, je veux dire, heureusement, si c'est dramatique pour évidemment les personnes qui sont tombées et les familles aussi, les gens qui ont regardé, les gens qui regardaient à la télé, qui ont vu ces images, bien sûr, mais ce qu'ils disent. Mais heureusement que le bilan n'est pas comparable et heureusement qu'il n'y a pas eu de drame. Je pense qu'on a beaucoup de chance, on a beaucoup de chance, nous, l'environnement du football, qui commentons et qui accompagnons ce sport, on a beaucoup de chance qu'il n'y ait pas eu de drame, oui, heureusement, oui. Alors, Christian dit, le président d'Amiens a fait beaucoup de mal avec ses réflexions. Encore une fois, il s'est excusé auprès des supporters, mais voilà, la polémique est quand même vive. Oui, il est allé trop loin, et puis en plus, il dit n'importe quoi. Il n'y avait pas 500, enfin, bon, tout est n'importe quoi. Sauf, je récupère juste sa dernière phrase. Moi, je maintiens qu'effectivement, cet événement doit alerter tous les clubs pour dire comment on fait. Les places assises, c'est normalement la règle. La tolérance... C'est pas la règle, c'est la règle. Oui, c'est la même chose, Joël. Non, mais c'est la règle. Il peut y avoir une règle pratique et la loi. Non, c'est la loi. Et dans les faits, elle n'est jamais respectée. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on adapte quelque part la route, et donc là en l'occurrence les tribunes pour dire de toute façon c'était une connerie cette règle, on n'arrive pas à la faire respecter. Je rappelle qu'en Angleterre, s'il y a un mec qui se lève, on le sort du stade. Mais allez expliquer aux gens qu'il ne faut pas qu'ils se lèvent aujourd'hui en France. Je suis d'accord, Joël. Mais adapter les tribunes pour qu'ils ne puissent pas se mettre en danger dans leur comportement. Donc ce que dit la dernière phrase du président, c'est la seule qu'il faut retenir de son interview. Il dit quand même, il faut mener une réflexion. Effectivement, il faut regarder. Est-ce que les tribunes, aujourd'hui, sont adaptées au comportement qui est devenu commun, qui est d'assister au match debout, et quand il y a un but, de faire une célébration de ce type. Voilà. Et le fait est qu'on voit qu'Amiens, en tout cas, n'est pas adapté. Mais c'est pas ce que je demande. Je demande juste qu'on adapte les tribunes. Tu dénatures, c'est-à-dire que tu conditionnes des réactions qui sont humaines au départ. Voilà, célébrer le truc, c'est quelque chose que tu fais par réflexe. Et là, tu dis... C'est impossible, c'est clairement impossible. Mais oui, mais si on met les garde-corps, c'est ce à quoi on va aboutir. Et tant mieux. Ouais, non, mais voilà, donc il y aura plus ces célébrations. Parce que moi, je voudrais souligner aussi, là, on dit l'inexpérience du président et tout, mais en face, le LOSC, pareil, a répondu en disant oui, c'est honteux, machin et tout ça. Mais en fait, chacun préserve aussi ses intérêts parce que les supporters, ce sont aussi des intérêts pour les clubs. C'est-à-dire que quand on vend un sponsor. Un club ou une saison ou un partenariat, bah forcément on dit regardez la Marek chez nous, fou c'est joli, on est en face, c'est magnifique, c'est tout sang et or, il y a des belles banderoles, ils chantent pendant tout le truc.
Et donc forcément, au moment où il arrive un truc où on devrait leur dire, bah ouais, mais là, effectivement, vos pratiques posent un problème, bah on peut pas leur dire parce que en même temps, quelque part, ils portent un petit peu de l'image du club et même de la façon de vendre du club. Ils n'ont rien fait de mal. Non, j'ai pas dit qu'ils faisaient quelque chose de mal. Et pratique, ça veut dire qu'en gros, ils ont dépassé le cadre de leur supporterisme, c'est-à-dire. J'ai pas dit qu'ils faisaient quelque chose de mal. Ils font quelque chose qui n'est pas pour lesquels les stades ne sont pas adaptés actuellement. C'est tout. J'ai pas dit que c'était de leur faute. Quand ils viennent dans des stades, ça doit être sécurisé pour qu'ils ne soient pas, que aucun spectateur ne soit mis en danger. Point. Et donc, si on sécurise vraiment, ils ne pourront plus faire ce qu'ils font. T'es d'accord avec ça, quand même? Ils ne pourront plus partir de 20 mètres et se lancer vers le bas. Ils ne pourront même plus faire 1 mètre, parce qu'à Dortmund, il y a des barrières pratiquement à chaque marche. Mis à part ces célébrations-là, les supporters, quand ils vivent le match, ils restent debout, ils sont côte à côte. Ils sont... Voilà. Non, mais moi, je suis le premier à dénoncer les excès. En l'occurrence, là, les supporters du LOSC n'ont fait aucun excès. Christiane, sur la page, dit adapter les tribunes, c'est pas possible. Un nouveau club qui monte ne peut pas refaire le stade en 3 mois. C'est pas une question de refaire le stade, il s'agit de mettre des garde-corps pour empêcher les gens de partir du haut de la tribune pour aller au bas et de s'agglutiner et de pousser une rambarde. Le problème, tu parles des garde-corps, au milieu intermédiaire, là on constate que c'est les 4 ou 5 rangées, les premières rangées, partant du bas, qui ont fait que ça s'est effondré. Donc même au milieu, ça n'aurait servi à rien. Ça peut-être, mais alors là, ça veut dire que la barrière, elle était quand même dans un piteux état. Parce que autant on peut comprendre, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit dans un premier temps le président, que s'il y avait vraiment eu 500 personnes acharnées qui roulaient à cette grille, on pourrait se dire, bon, vraiment, ils y sont allés un peu fort. Mais là, c'est pas le cas. Elle a cédé de manière complètement inhabituelle. Pour rebondir, je sais pas, on en parlait avant, certains supporters qui étaient présents au match ont ont transmis des photos qui ont été prises sur notamment les armatures métalliques qui étaient complètement oxydées. Donc on voit bien que les choses étaient plutôt vétustes. Et quand on revoit les images, il n'y a eu quasiment aucune résistance la barrière a plié tout de suite, quoi. Justement, Grégory, dans Journal de l'Équipe, aujourd'hui, le cheval connaît bien, la une de l'Équipe avec cette phrase qui amène aussi du poids à cette enquête qui a commencé aujourd'hui. Après avoir vérifié les tribunes, on a signalé que la grille bougeait. C'est signé Jean-Claude Buisine, un stadier qui était au stade. Clairement, c'est une phrase qui met en cause le stade. Mais bien sûr, il y a aussi une autre phrase que vous noterez dans ce journal, qui est le mien, c'est qu'un membre qui attribue la licence club a expliqué que ça fait 2 ans que, en gros, selon lui, il y a des passe-droits pour Amiens. Donc en fait, en gros, il y a des pressions de l'UCPF pour qu'Amiens obtienne la licence et ne soit pas pénalisé sur le droit télé qu'ils reçoivent en échange de l'obtention de cette licence, qui nécessite un certain nombre d'obligations de la part des clubs. De toute façon, quand on voit la réaction du président qui réagit tout de suite après le match en disant les supporters, les ultras du LOSC se sont jetés sur les barrières, on sent que le mec il est pas très serein quand même par rapport. Et comme tu dis, qu'ils ne sont pas des ultras, on sent qu'il est quand même pas très très serein par rapport à ça, par rapport à la sécurité. Et voilà, donc faut saluer ses excuses. Il s'est excusé, c'est la moindre des choses. Par contre, ça relève quand même de la maladresse et c'est quand même assez hallucinant de voir. Et je pense qu'il a, comme tu dis, c'est quelqu'un qui connaît pas forcément le foot, mais c'est hyper maladroit et hyper mal reçu de la part des autres clubs quand on voit qu'un président de club réagit de cette façon-là. Après, je crois que vous oubliez aussi qu'il y a une commission de sécurité qui est passée 2 jours avant, qui a donné le feu vert. Qui est restée pendant plusieurs heures au stade de la Licorne, comme avant chaque match, et dans chaque stade ça se passe comme ça, et qui a vérifié, je ne sais pas ce qu'il vérifie, mais je ne pense pas qu'il vérifie boulon par boulon, je ne pense pas qu'il décortique l'intégralité que ce soit de la structure ou des systèmes de sécurité, je pense qu'ils ne le font pas. Donc on verra, on aura peut-être des réponses. Voilà, ça lancerait un autre débat quand même, parce que moi on me dit, il y a une commission qui passe mais en fait, elle vérifie rien. Non, je ne sais pas. Je n'ai jamais dit. Non, mais ce que je veux dire, c'est si on pousse le truc au bout, là, on se dit. On ne sait pas ce qu'elle vérifie. Bon, si elle vérifie pas que enfin voilà, le stadier, il dit bien, je l'ai vu quasiment à l'œil nu. C'est ce que j'ai compris de l'interview que vous avez diffusée ce matin.
Bon voilà, maintenant, est-ce qu'il va dire la même chose au procureur? On verra. Hein. Mais s'il dit la même chose, là, et que ça se vérifie, effectivement, là, il y a un gros problème. Il dit très clairement que le club, par son représentant officiel de la sécurité, a signalé qu'il y avait du jeu. Et donc ça, c'est clair. Ça a dû être notifié. Maintenant, il faudra j'espère que ça a été notifié. Comme j'espère de cette enquête sortira la vérité, tout simplement. Qu'on ne soit pas, les responsabilités sont partagées, donc tout le monde est perché et personne n'est coupable. Je suis désolé, il y a un moment, il faut qu'il y ait un responsable. Et à un moment qu'on nous explique pourquoi ça a cédé. Parce que les gens, ils ont mis leur sécurité en danger et c'est pas acceptable. L'avantage, si on peut dire l'avantage dans ce genre d'affaires, dans ce genre de dossier, c'est qu'il y a beaucoup de témoins, il y a des films, il y a beaucoup de photos qui ont été prises, que ce soit des photos faites dans la tribune qui vont certainement être utilisées. Il y a tout le système de surveillance du stade avec les dizaines de caméras qui activent. Et là, la justice pourra certainement établir les responsabilités. J'espère que ce sera le cas. Avant de quitter ce Yul qui nous dit les tribunes sont créées par des architectes et non des connaisseurs des tribunes. Et Franck, ça sera la dernière question. C'est pas vrai, ça. Franck, Joël dit, pourquoi pas un mur en plexiglas? Votre avis là-dessus? Non, le foot, c'est quelque chose de festif. Il y a plein de stades où ça se passe correctement dans le monde entier et il n'y a pas de raison qu'on trouve pas une solution technique pour éviter que les gens se mettent en danger. Voilà. Et on a abaissé toutes les barrières. Et il est arrivé qu'il y ait des gens qui malheureusement tombent de l'autre côté aussi des barrières. Ça arrive aussi. Il y a toujours des gens qui ont des comportements ou déviants ou dangereux pour leur propre personne. Ça, malheureusement, c'est propre à l'humain. Et là-dessus, il ne faut surtout pas qu'on revienne en arrière. Je rappelle qu'avant, les grilles, elles étaient à je ne sais pas combien de mètres. C'était encore plus dangereux finalement. Avec le plexiglas, les gens vont s'agglutiner. Il y aura des gens écrasés. On sait ce que ça a donné par le passé dans les drames que le foot a vécu. Il y a plein de réactions de Goritzel, section de supporters de Lille. La rouille n'est pas apparue juste avant le match. La commission de sécurité n'a pas fait son boulot. Hervé dit des têtes vont tomber, c'est sûr, ou alors je ne comprends rien. Enfin, beaucoup de messages. Nous, on nous dit, Amiens, que le grillage, en fait, la grille qui sert donc le garde-corps est en fait en acier inifugé, donc ne peut pas être rouillé. Et que les éléments de rouille qu'on voit viennent de la structure qui ruisselle. Le toit, c'est le toit que les spectateurs prennent sur la pluie et les. C'est une explication qu'on a. Après, au-delà de tout ça, effectivement, le stade pose problème puisqu'on. Ah bah oui, surtout qu'ils ont le club a, sauf erreur de ma part, récupéré un certain nombre d'indemnités. Enfin, en tout cas, qui gère le club, c'est la communauté, c'est ça? C'est la Amiens Métropole, c'est la communauté. A récupéré de l'argent par rapport à l'utilisation d'une peinture qui n'était pas adaptée. Cet argent n'a pas été utilisé à la réhabilité. Alors, c'était des municipalités précédentes. On ne va pas rentrer dans un débat politique, mais enfin, à un moment donné, il va y aussi y avoir ce renvoi un petit peu de responsabilité. Même pour l'argent public, tout ça, moi, ça me préoccupe quand même de me dire, là, certains, on avait l'impression qu'on parlait du stade Henri Joris. C'est un stade qui a 17 ou 18 ans. C'est hallucinant. L'architecte dit où est l'entretien et je veux dire combien ça coûte le fait de devoir refaire autant de travaux dans un stade qui n'a que 18 ans. Pratiquement le prix du stade. Derrière, il y a quand même des impôts, il y a des gens qui payent. Pratiquement le prix du stade. Et il faut juste aussi savoir que l'architecte nous avait dit un jour, avait dit à notre confrère de France Bleu Picardie, en 2016, donc quelques semaines après que les travaux d'enlèvement de la structure, au niveau du toit, donc de toutes les plaques en verre commençaient à être enlevées, l'architecte a dit la chose suivante: c'est un bâtiment à l'abandon jamais entretenu. On dit ça en 2000. La responsabilité des politiques, elle est terrible. Elle est terrible. Bon, je vous rappelle que l'enquête est poursuivie. Petit mot déclaration du procureur cet après-midi. Il y a dans ce dossier 2 points importants à mes yeux: la solidité que doit avoir ce type de barrière et l'habitude prise par les supporters de s'agglutiner en cas de but, ce qui soulève la question de l'équipement des tribunes. Voilà, on revient en débat avec ces 2 questions soulevées par le procureur tout à l'heure. Suite des événements, on suivra ça dans nos JT régionaux avec ce stade et cette enquête qui vient de commencer. Messieurs, on va parler du LOSC. Plus dans les faits divers là, avec ce malheureux accident, mais bien sur le terrain. Avec une déclaration cette semaine, c'était en conférence de presse de Marcelo Bielsa et de son défenseur Amadou. Écoutez, on réagit juste après. Pour ce qui est du projet de jeu, les aspects fondamentaux ne changent pas. Nous essaierons d'attaquer, nous essaierons d'imposer notre style. Et moi, je vous assure qu'on a une très belle équipe. Et que ce qu'on fait à l'entraînement, le jour où on va vraiment le reproduire en match, je pense que beaucoup de gens vont être surpris, je pense. 6 minutes sur le LOSC. Greg, en tant qu'ancien du LOSC, il a raison. Quand on va voir ce qu'on va voir, en gros, ça veut dire ça? On attend aussi. Ça fait... on arrive à un tiers du championnat, on attend. Nous, on ne demande que ça à voir. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose.
oui, on commence à s'impatienter sérieusement, on commence à même être plutôt inquiet. Et bon, voilà, visiblement, en plus, le sort s'acharne puisque le match avait bien démarré à Amiens. Malheureusement, les incidents ont fait que le match n'a pas pu se poursuivre. Mais nous, on demande que ça. Maintenant, c'est pas nous qui sommes sur le terrain. Pour l'instant, cette équipe ne dégage rien. Il faut clairement le dire. On a été patient. Mais voilà, on est déjà dans l'urgence de montrer un autre visage, de prendre des points et surtout d'être plus créatif que ce groupe ne l'est, quoi. Je voudrais ton avis sur ce qu'a dit Marcelo Bielsa. Il ne change rien. La ligne directrice, elle est tracée comme ça. Est-ce que vous espériez qu'il change pas de remise en question? Non, mais c'est même pas une question de remise en question. Il a un credo, il a une idée. Pour moi, elle est totalement disproportionnée par rapport à l'effectif dont il dispose, d'autant plus qu'il a eu des blessés. Il a choisi. Et qu'il a choisi et qu'il assume entièrement au quotidien. Chaque fois qu'il vient nous voir, il nous dit que c'est lui qui est le grand Manitou, celui qui décide de tout. C'est la vérité dans les faits. Donc à un moment, pour moi, il a beaucoup trop d'ambition offensive avec cette équipe. Et puis je pense qu'il y a un problème de management au niveau des joueurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à un moment les mener à la baguette comme il le fait très longtemps, ça ne peut pas marcher parce qu'à un moment, c'est des êtres humains, il faut qu'il y ait des gens qui le suivent. Alors aujourd'hui, il y a l'omerta parce qu'il n'y a aucun joueur qui dira quoi que ce soit, sinon il ne joue pas. Mais je pense qu'à un moment, il va falloir assouplir cette position. Et ce n'est pas le FC Bielsa, pour moi, c'est le LOSC. Et le LOSC doit pouvoir, on va dire, survivre à cet épisode assez malencontreux de début de saison où en gros l'effectif n'est pas complémentaire et il y a des manques. C'est ça qui me choque, moi, c'est quand on l'entend parler, il parle d'une équipe qu'il a bâtie, donc il est allé les chercher, ces joueurs, il les connaît. Et quand on l'entend parler des matchs, en fait, clairement, il ne reconnaît pas ces joueurs-là. Donc, est-ce qu'il s'est trompé sur ses recrues, sur ses venus? Sur un ou deux joueurs, tu ne te trompes pas sur... Oui, et puis après, il y a le fait aussi qu'on sait que c'est des joueurs qui arrivent de championnats étrangers. Ça demande du temps. On n'arrive pas comme ça dans un autre pays et on joue tout de suite, on s'adapte. Non. Moi, je suis persuadé qu'il y a des bons joueurs dans cette équipe. J'en suis persuadé. Après, je suis persuadé aussi qu'il n'y a pas une bonne équipe pour l'instant. Je pense que ça va être difficile d'en faire une. Je me demande s'il sera le 3e entraîneur des Hauts-de-France à être débarqué. C'est possible. Il y a un projet derrière, mais bon, cette équipe, elle n'est pas équilibrée. Je ne sais pas comment l'actionnaire qui a été le chercher, dont il a dit qu'il était amoureux de ses méthodes, de son management, de son jeu, je ne sais pas comment il va justifier qu'aujourd'hui c'est plus l'homme de la situation, alors qu'on nous répète après chaque match des choses que personne n'a vues, que l'équipe a dominé, que l'équipe est en construction. En fait, à un moment, quand on prend les gens pour des imbéciles, il ne faut pas s'étonner que les gens le voient et que ça ne soit pas cohérent. Donc j'attends de voir combien de temps on va faire confiance à Bielsa, si toutefois les résultats ne s'inversent pas, ce que je souhaite au LOSC, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'ils nous ont montré. La semaine dernière, j'ai employé le mot immodeste ou manque d'humilité, mais c'est frappant, mais à toutes les phrases. Et ce qui est fou, moi, ce qui me frappe le plus, là, c'est pas Bielsa, parce qu'effectivement, comme dit Joël, c'est pas surprenant qu'il dise je vais continuer. Enfin, je veux dire, maintenant, il a son projet, il a ses trues en tête, machin, Amadou. Il joue, c'est même peut-être un jeu. Mais Amadou, ce qu'il dit, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, quand t'es dans la position dans laquelle est le LOSC, tout le minimum, c'est, je sais pas, à la limite, j'ai envie de leur dire, mais les gars, faites de la langue de bois, dites que, mais c'est de la langue de bois. Voilà, pour l'instant, on joue le maintien, je sais pas, des conneries, mais pas on est géniaux à l'entraînement, quoi. Enfin, c'est pas possible. Ouais. Je sais pas, Greg, est-ce que ça te mais moi, je pense que l'erreur, c'est que Bielsa ça, attend que ses joueurs s'adaptent à lui, alors que c'est l'inverse qui doit se passer. Et en plus, tu n'as pas le temps de le faire. Et en plus, il n'a pas le temps. Enfin, il n'a plus le temps. Maintenant, c'est dans l'urgence. Il a eu le temps. Il a eu 6 semaines de préparation. Il les a eu matin, midi, soir et même la nuit, puisqu'il dormait là. Donc, il a eu le temps de faire tout ce qu'il voulait faire. Pour l'instant, ça ne marche pas. Donc, parlais du personnage. On verra d'ici le mois qui arrive. Revient au mois de mai. Je suis sûr que les conférences de presse seront toujours faites en espagnol avec quelqu'un qui traduit à ses côtés. C'est quelqu'un qui arrive, qui a un projet et il déviera pas. Mais là, on est un peu dans le folklore aussi. Par rapport à la situation. Un peu dans le folklore, peut-être, ce genre. Oui, on est dans quelqu'un qui connaît bien la presse, qui l'utilise, évidemment. Qui sait aussi faire des contre-feux pour éviter qu'on parle de son vrai travail au quotidien. On a un message de Goritzel encore. Lille faisait un très bon début de match avant l'accident à Amiens. On voyait de l'envie et de la combativité. Vous qui y étiez, Joël, Jean-Louis, vous avez senti quelque chose dans ce LOSC ou pas? Oui, c'est vrai que globalement,
Heureusement qu'ils dominent Amiens. Amiens, parce que sinon c'est la fin de tout. Ils ont dominé Monaco aussi. Bien sûr. Avant de parler, le directeur général pense qu'ils ont dominé Monaco, mais j'ai pas vu le même match. Mais peut-être que je me trompe. Non, mais c'est vrai qu'il y avait une emprise sur le jeu, clairement. Bon, après, c'était pas non plus flagrant. Enfin, je veux dire, on était qu'au bout d'un quart d'heure. Oui, non, faut pas relativiser, faut pas faire du Amiens bashing en permanence. Non, c'est pas du Amiens bashing, mais parce que bon, Amiens, c'est une réalité. Amiens, c'est le plus petit budget. Exactement. C'est tout, c'est objectif. Voilà. Non, mais je veux dire, dominer Amiens pendant un quart d'heure, je veux dire, mais dire c'est normal de dominer Amiens. Bon, Nice en a pris 3. Oui. Voilà, donc. Non, mais ce qui moi m'a inquiété, c'est surtout les premiers matchs et c'était assez flagrant, c'est de voir qu'en fait cette équipe elle a pas de caractère quoi. Elle a un entraîneur pourtant, oui bien sûr. Elle a pourtant un entraîneur qui en a du caractère et généralement l'équipe est toujours à l'image de son entraîneur. Et cette équipe là, quand ça va pas. Eh ben, les joueurs ils coulent les uns après les autres. Il y a pas de caractère. Et quand on a un groupe de guerriers, on peut aller n'importe où, on peut voyager, on peut faire face à n'importe quelle situation. Et le problème c'est que on manque de. Et la première erreur que pour moi je pense que Bielsa a fait, c'est de mettre autant de joueurs dans le loft. Je pense qu'il y en avait quand même 2 ou 3 à garder, qu'il fallait garder et intégrer dans ce groupe pour encadrer ces jeunes-là. Donc, effectivement, raisonnablement, on ne pouvait pas se priver d'autant d'expérience. En tout cas, de 1 ou 2 ou 3 joueurs maximum, ça aurait pu beaucoup plus favoriser et surtout accélérer ce processus de renouvellement. Juste des questions sur... on revient à ce Amiens-LOSC. Vous avez des infos sur qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va rejouer le match? Ça sera tapis vert? Ça sera jeudi. À huis clos? Normalement, on devrait jeudi. Jeudi, normalement. Jeudi. Mais théoriquement, je veux dire, un match qui est interrompu au bout de 15 minutes, je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas comment on pourrait... Ça serait injuste parce que c'est pas l'équipe d'Amiens qui doit payer. Voilà, c'est exactement ça. Que le club soit sanctionné si l'enquête montre qu'il y a eu des erreurs ou d'autres qui ont fait des instances, voilà. Mais pas les joueurs. Les joueurs n'y sont pour rien. Et j'ai un moment, je vois pas pourquoi on reprendrait pas au moment où ça s'est arrêté. Hein. D'ailleurs, le score est de 1-0. D'ailleurs, si les Lillois veulent voir jouer Amiens, ils jouent à Courtrai, je crois, vendredi soir. En match amical. En match amical. Et bon, on y sera. Donc je vous rappelle que Lille reçoit Troyes le 14 octobre et Amiens se déplacera à Toulouse pour ce match. Messieurs, il nous reste à peine 1 minute. Arrêt de jeu. Il nous reste 2-3 minutes de temps additionnel. On va parler de VA. VAFC, on a 3 minutes. Des choses à VA, on a 3 minutes. Est-ce que les pistes sérieuses pour remplacer Farouk Hadjibedji sont-elles avancées, Joël? Non, je suis désolé de vous décevoir. Je n'ai pas d'informations exclusives à vous donner. Et puis je l'aurais réservé pour mon journal. Je me doute. Mais je sais qu'il y a un rassemblement des supporters en soutien à Farouk Hadjibedji. Alors je crois, sauf erreur de ma part, c'est demain matin à 10h30, ce qui prouve quand même qu'ils ont été eux-mêmes choqués par les circonstances du fait qu'on a démis de ses fonctions. En tout cas, il y a un entretien préalable à un licenciement éventuel donc sur convocation de son président. Voilà, après, il s'est passé quelque chose. Pour une faute? Je ne connais pas, je ne suis pas récipiendaire de son j'imagine pour une faute grave, oui, mais je n'ai pas de détails. Mais en tout cas, c'est ce que sous-entend dans ses propos le président Zdiek. Et que c'est pas spécialement sportif, en tout cas c'est ce qu'il dit. Et voilà, je sais que les gens les supporters tout du moins, ont été choqués par le traitement réservé à Farouk Hadjibedji, qui n'était pas le plus mauvais entraîneur ni le meilleur, mais qui n'avait pas, à ma connaissance, mérité pareil sort. Surtout que les résultats n'étaient pas catastrophiques. Non, ils avaient 11 points, donc c'était pas. Et en plus, 14 après. Ils ont gagné. Et ce qui s'est passé lors du dernier match, puisqu'ils étaient menés 3-1, sauf erreur de ma part, ils ont gagné 4-3. C'est, je trouve, une réaction des joueurs assez exceptionnelle. Avec Rabuel en tant qu'entraîneur intérimaire. Rabuel qui avait déjà fait un intérim par le passé et qui peut-être la solution, si ça se trouve. Je ne suis pas sûr qu'il ait son diplôme, mais en revanche, je crois qu'au niveau des joueurs, ça passe bien. En tout cas, ils l'ont montré à Orléans. La semaine dernière, on a dit qu'on ne comprenait rien. On ne comprenait rien à ce qu'avait fait Eddy Zdiek. Je le redis ce soir. Et donc, s'ils nous regardent, qu'ils viennent nous expliquer ce qu'il a fait, ce qui s'est passé, les décisions qu'il vient de prendre, parce que on n'a pas, moi j'ai pas les infos, et je pense Joël non plus, on n'a pas les infos pour décrypter clairement et expliquer aux gens ce qui s'est passé là ces 10 derniers jours à Valenciennes. Non mais on a des éléments. Mais 2 élémls, c'est qu'un, il considère que les résultats ne sont pas suffisants, et que 2, avec cet effectif-là, on n'a pas le droit de dire, quand on est à Hadjibedji, qu'il est moins fort que la saison passée. En gros, c'est les 2 critères majeurs sur lesquels il a insisté. C'est plus un problème de personne dans ce cas-là, ou c'est
Ça peut être un problème de personne, parce que je vous rappelle que Eddy Zdiak, quand il parle de son club, des fois parle de lui à la troisième personne. Donc oui, ça peut être un problème de personne. Oui. Allez, on en parlera la semaine prochaine, on fera un spécial VAFC. Avec ça, il va pas venir jouer. Et Eddy Zdiak sera invité. Greg, ça donne pas envie de rejouer quand tu vois des clubs de la région en difficulté là? C'est vrai que Amiens fait une belle saison. J'y pensais il y a quelques minutes. C'est vrai que le foot dans le Nord se porte pas très très bien en ce moment. Ça donne envie de rejouer. Ça donne envie de rejouer. Ouais. Merci Greg et Gorita Faro. On finit par un sourire. Merci Joël, merci Jean-Louis. Merci. Continuez à suivre l'actualité d'Amiens. On en parlera dans 45 minutes. Merci Emmanuel. 45 minutes, 19h30 lundi prochain. On parlera du foot dans la région. Dans quelques minutes, ne ratez pas un live aussi avec Christine de Furne, avec l'association Les Étoiles dans les yeux, au profit des enfants hospitalisés, avec un certain Claude Puel en invité, que tout le monde connaît ici, évidemment. À bientôt, 19h30. Continuez à poster et on vous écoute. À bientôt. Salut. Et grands-parents dans une aventure incroyable, sauver le château de Carneville. Des racines et des ailes du Cotentin au pays de Saint-Malo, c'est mercredi 20h55 sur France 3. Partagez la passion du patrimoine devant des racines et des ailes sur France 3 avec le CIC. What am I gonna do?